Alors, tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de ce séminaire pour m'avoir donné la possibilité de faire la présentation. Merci à tous les intervenants. Je voudrais parler aujourd'hui de ma recherche qu'on a commencé avec Jacques Sapir, avec Né Agnessin et Damien Bazin de l'Université de la Côte d'Azur sur l'impact des sanctions sur les entreprises russes de haute technologie. Ici, nous parlons tout d'abord du secteur des petites entreprises et aussi des micro-entreprises en quelques mesures. Cette recherche a été lancée par nous tous. On a tous présenté l'enquête, mais comme moi, je suis en charge de toutes les données, je vais présenter l'analyse de ces données et mon opinion peut être différente de l'opinion d'autres membres de notre équipe. On va présenter plus tard, on va faire un rapport sur ces recherches plus détaillé, mais là, ce sont les données déjà disponibles. Alors, l'objectif de la recherche est la suivante. Comme dans beaucoup d'études, y compris dans l'étude de Murad Bali dont Jacques a parlé dans sa présentation, dans beaucoup de recherches, on note le fait qu'il est très difficile de mesurer l'influence des sanctions sur l'économie russe, y compris quand on parle des indicateurs agrégés. Voilà pourquoi, selon moi, on pourrait aider et améliorer cette situation en développant les théories. Voilà pourquoi l'objectif de la recherche, c'est contribuer à la théorie économique des sanctions. Comment est-ce qu'on peut faire cette contribution? Aujourd'hui, parmi les ressources scientifiques, on voit des moyens qui est l'étude des cas. Quand on parle aux participants, aux acteurs économiques, on leur pose des questions particulières et après, on va voir quelle est la validité de nos résultats. On peut choisir en étude de cas, mais l'étude de cas, ça peut varier à une échelle. Le plus important dans l'étude de cas est de prouver la validité de recherche. Et ici, j'ai choisi l'approche de triangulation. Je vais expliquer pour ceux qui ne sont pas au courant peut-être, c'est une méthode où on va se baser sur les données recueillies des enquêtés, des personnes enquêtées, mais aussi sur des sources de préférence indépendantes, des sources supplémentaires. Par exemple, les documents, les papiers de l'entreprise ou des rapports d'autres entreprises ou des dernières nouvelles, donc des rapports médiatiques. Ici, ce n'est pas la quantité qui joue le rôle principal, mais la validité. Et il faut prouver que les résultats sont valides. Donc ici, on ne propose pas d'hypothèse, on essaie de contribuer au développement de la théorie. Afin de réaliser une telle étude, on a on a décidé de choisir comme échantillon les petites et micro-entreprises russes de haute technologie. Donc, mes co-auteurs n'ont pas encore ces résultats, mais je vais terminer la transcription, je vais bien sûr les partager. On a fait une enquête, on a développé une enquête avec les questions ouvertes et on considéré comme Annie Aganessian travaillait beaucoup avec les startups russes, on pensait avoir beaucoup de réponses des startups russes et ensuite on voulait utiliser les résultats de cette enquête pour proposer des entretiens. Mais comme Dmitry Borisovitch a remarqué, on a eu ce problème que beaucoup d'entreprises, pour telle ou telle raison, ne veulent pas participer à l'enquête et surtout, elles ne veulent pas participer à des entretiens enregistrés. Donc, j'ai fait également un entretien sans enregistrement. J'ai pris des notes, mais la qualité des données requises est beaucoup moindre que dans les cas des entretiens enregistrés.
Ainsi, on a compris qu'on n'avait pas assez des entreprises et on a décidé d'élargir l'échantillon. On a partagé cette enquête dans les chaînes de Telegram. La société russe est assez digitalisée. On a tous le WhatsApp, le Telegram, et il y a surtout sur Telegram des groupes, des canaux de diffusion, des chaînes de diffusion et aussi des chats, des conversations des personnes qui font des affaires de business. Donc, on a partagé l'enquête dans ces groupes et on a eu un nombre de réponses et même un nombre de personnes qui étaient prêtes pour faire l'entretien. Parmi les entreprises qui ont fait cette enquête, on a eu 19 entreprises, micro et petites entreprises. Donc, micro-entreprise, c'est jusqu'à 15 personnes du personnel et petite entreprise, c'est de 15 à 100 personnes dans cette entreprise. Donc, toutes ces petites et micro-entreprises ont été fondées après les années 2010. On peut en parler comme de start-up, mais on préfère de les appeler plutôt des micro et petites entreprises. Parmi ces entreprises, on essayait de déterminer celles qui produisent, qui font un produit de haute technologie ou qui proposent des services qui demandent une compétence de haute technologie. Parmi ces 19 entreprises, il y avait dans l'enquête aussi des questions ouvertes. On encourageait une réflexion et c'est quelque chose qu'on peut utiliser dans notre recherche. Et parmi les 19 enquêtés, on a choisi 7 entreprises. On devait aussi tenir en compte que parmi ces cette entreprise, cette personne, il y avait des personnes qui n'ont pas fait l'enquête, mais voulaient passer l'entretien. Et si c'était le cas, s'ils manifestaient leur désir de faire l'entretien, on les acceptait aussi. Parmi cette entreprise qui ont fait l'entretien, quel est leur secteur d'activité? C'était la production de l'emballage biodégradable, production des engrais biologiques, finances et technologies et développement de software, des logiciels, etc. Donc, ce sont surtout des entreprises qui proposent des services business à business. B2B, mais il y en a eu d'autres qui proposent qui sont actifs sur le marché B2C, donc aux consommateurs finaux. Donc, ils vendaient tous eux-mêmes leur production et ce sont surtout des petites entreprises. Donc, on a fait 5 entretiens avec les bénéficiaires, qui sont également les directeurs généraux des entreprises, et 2 entretiens avec les directeurs de l'exportation. 4 entreprises ont leur propre production en Russie, 3 entreprises travaillent à l'exportation et 4 entreprises sur 7 se concentrent, se focalisent sur le marché intérieur. Voici une brève présentation de notre échantillon. Ensuite, j'ai essayé d'analyser les entretiens et les réponses aux questions ouvertes dans l'enquête et de présenter les résultats afin de souligner, de tracer des caractéristiques, des éléments similaires. Donc, s'il y avait un élément qui se répétait dans plus de 2 entreprises et était soutenu en même temps par des réponses aux questions ouvertes, je incluez cet élément dans les conclusions. Je vais commencer par le seul point que je peux prouver valide par la méthode de triangulation. Donc, c'est pas seulement basé sur les données des directeurs des entreprises, mais aussi par des documents antérieurs partagés par une des entreprises et par des informations des sources ouvertes. La première conclusion
c'est le double choc des sanctions. Tout d'abord, c'était le départ des corporations transnationales et en même temps, les entreprises russes qui proposaient les mêmes types de services ont augmenté leurs prix. euh, le premier mois après l'imposition des sanctions, ils ont commencé à augmenter leurs prix. J'ai regardé une entreprise de haute technologie très très connue et j'ai vu que les prix pour ces partenaires professionnels, donc des partenaires de business, ont augmenté de 50%, parfois c'était le cas de 60%, de 100%. Donc c'était en 2022. Et en 2023, il y avait une autre augmentation de la même échelle. Donc, ici, je propose sur les diapositives quelques citations pour qu'on puisse s'approcher des entreprises et de ce qu'ils ont dû traverser. Donc, vous voyez dans cette situation qu'il y a eu beaucoup de plaintes sur Mail.ru qui a augmenté des prix de telle façon euh, qu'on a dû changer de plan, donc payer par heure l'utilisation de cloud. Ici, il s'agit d'une entreprise assez grande avec 80 personnes parmi le personnel et même pour eux, c'était des dépenses trop grandes. Ensuite, il y a eu des plaintes à propos de Yandex. Quand une entreprise doit se promouvoir à travers les annonces ciblées, il y avait des entreprises dont les comptes ont été bloqués et ils devaient changer, euh, faire des changements antérieurs. Et il y a eu des plaintes des prix de Yandex et aussi des plaintes portant sur la diminution de la qualité de leurs services. Ensuite, j'ai voulu voir comment est-ce qu'on peut trouver des arguments en faveur de cela aux médias, dans les médias, et on a vu, et je vous cite cette nouvelle, cet article sur l'utilisation du cloud de Yandex. Donc ici, on voit un triplement du chiffre d'affaires, mais il faut comprendre d'où vient cette augmentation de 56%. Ça n'est pas encore très clair. En même temps, on peut dire qu'on a un cas, c'est une entreprise de fintech et cette entreprise a dit que le départ des entreprises occidentales a été une opportunité pour eux de présenter les développements internes aux clients. C'est une entreprise qui travaillait avec des banques et ils avaient leurs produits développés par eux qui n'utilisaient pas l'équipement étranger, donc c'était vraiment en développement national et c'est grâce au départ des entreprises étrangères et transnationales, les banques ont été plus près d'assumer des risques, ils étaient plus ouverts et s'intéressaient plus au développement des startups russes. En même temps, quand j'ai demandé à la même entreprise à quel point cela a impacté leurs revenus, leurs recettes. Ils m'ont dit que l'année 2022 a été très, très dure. Et les entretiens, on les a fait en août 2023 et en décembre 2023. Donc, à l'entretien de l'août 2023, ils m'ont répondu qu'ils ont pris le pire scénario possible et les dépenses qu'ils ont eu subir en 2022, ces dépenses étaient inférieures aux bénéfices
liées à l'intérêt des acheteurs, des clients au service de cette entreprise. Deuxième point qui n'est pas prouvé par la triangulation pour l'instant, c'est l'impact de l'année 2022 pardon, sur l'état émotionnel des employés euh, et aussi sur l'état émotionnel des hommes d'affaires. C'est une année qui est perçue comme très dure. On parle de la dépression, vraiment de la dépression prolongée. Donc c'était dur pour les employés et les dirigeants. Et malgré cela, en 2023, on a eu une stabilisation de la situation liée au stress. Quelle autre description les entreprises donnent de leurs employés? Il y a eu des employés clés, des informaticiens surtout, qui ont voulu partir à l'étranger. Donc, ils voulaient travailler à l'étranger, mais être payés en Russie. Et en même temps, on a des histoires un peu moins évidentes partagées par les dirigeants des entreprises ou par exemple des employés d'une entreprise, surtout des entreprises moscovites. Donc, on a seulement une entreprise dans l'échantillon de la région régionale et surtout des entreprises moscovites. Et dans une de ces entreprises, les employés ont voulu partir vivre dans leur ville natale, donc passer vivre avec leur famille pour réduire le stress et ils sont restés dans ces villes. Et l'entreprise a dû se transformer au travail à distance. Il est très difficile de voir des employés à l'étranger parce qu'il y a des limites législatives. Il faut changer tous les contrats avec ces employés qui travaillent depuis l'étranger. Un autre phénomène dont on a entendu d'une autre entreprise, il y a eu des conflits au lieu de travail, pas mal d'employés qui soutiennent l'opération militaire spéciale. Il y a également des employés qui voulaient partir à l'étranger et les besoins étaient tout à fait différents dans les deux groupes. Donc, il y avait ceux qui voulaient être des bénévoles pour aider les gens qui sont rentrés de cette opération militaire. Ils voulaient aider les réfugiés et se coopérer sur Telegram, rassembler des fonds. Et donc, l'entreprise a dû s'adapter à cela parce que avant, ces personnes ne pouvaient pas manquer au lieu de travail pour faire ces travaux des bénévolats, mais ils ont trouvé une solution pour permettre cela. Un troisième point que je voudrais souligner, c'est la création par des entreprises orientées vers les exportations aux États-Unis et en Europe. Voilà, ces entreprises continuent à réaliser leurs plans d'exportation. Ils ont été un peu désaccélérés avant. L'Europe est un marché très intéressant pour les petites entreprises russes parce que la logistique est très russe. Un camion passe 4 jours pour arriver de la Russie en Allemagne, donc c'est un marché très important et les producteurs ne veulent pas perdre ce marché parce que les marchés asiatiques ou africains ne sont pas toujours autant rentables que les marchés européens. Donc, on voit cette tendance même dans une des petites entreprises qui se sont délocalisées en Europe ou Dubaï pour continuer leur business, leur travail, parce que les marchés
européen est très important pour eux et tous les plans pour le 2022 ont été reportés, mais même dans cette petite sélection qu'on a, on voit les dirigeants même de l'entreprise, des entreprises partir en Europe ou ouvrir des filiales en Europe. Ensuite, le quatrième point qui m'a paru intéressant, c'est la question que j'ai posée également dans mes interviews, c'est l'aide de l'État. Donc ici, je vous montre les données sur les sociétés, donc des réponses au questionnaire. Et ici, vous voyez la tendance générale dans les réponses des entreprises par rapport à l'aide qu'ils ont reçue ou non de la part de l'État. Et donc, vous voyez une grande partie colorée en jaune, plus de 70% en fait. Ils ont répondu qu'ils n'ont pas reçu d'aide de l'État. Donc, il y a deux personnes, je crois, qui ont dit qu'ils évaluent négativement cette aide de l'État et une réponse neutre et quelques réponses positives. Une réponse positive, je crois. Donc, je vois ici que les petites entreprises ne ressentent pas vraiment de l'aide ou du soutien de l'État à ce moment-là. En tout cas, en ce qui concerne les startups, les entreprises à haute technologie. Donc, je vous rappelle que la partie en jaune, ce sont des sociétés qui n'ont pas reçu aucune aide de l'État, donc ils ne peuvent pas évaluer l'impact de cette aide. Donc, je dois avouer que c'était une surprise pour moi. Donc, j'avais reposé la question à ces entreprises. Est-ce que vous n'avez vraiment reçu aucune aide? Est-ce que vous avez aucune coopération avec l'État? Et là, j'ai reçu des réponses de cette nature. Donc, par exemple, des sociétés, souvent, ils voient une aide de l'État comme quelque chose de très procéduré, de très lourd du point de vue bureaucratique, on va dire. Donc, ça veut dire que pour avoir une aide de l'État, c'est très important, c'est un processus très lourd. Il faut avoir en fait une personne qui travaillent que sur ces demandes de subventions et autres. Donc, en fait, souvent, ils disent qu'il y avait, par exemple, j'avais beaucoup de crédits et donc je n'ai pas le droit de demander de l'aide de l'État. Là, c'était assez surprenant. Ou alors que notre société est trop petite, ou alors nous n'avons pas eu le temps de le faire, ou nous n'avons pas le statut d'une société de technologie pour avoir des conditions particulières. Ensuite, à Skolkovo, les résidents nous disent que c'est de plus en plus compliqué d'avoir une subvention de l'État. Donc, en fait, ce n'est pas 100%, c'est une partie seulement du budget de la société, donc à 25 à 50%. Donc, c'est normalement quelque chose qui doit être bénéfique et pour éviter aussi les schémas de corruption et autres. Mais en fait, les sociétés qui veulent travailler, ils ont du mal à avoir ces aides de l'État. Ensuite, on a eu un commentaire négatif aussi par rapport à l'aide de l'État. Par exemple, l'État a des projets sur des innovations, par exemple, dans le système des impôts. Et les sociétés disent que malgré ces conditions difficiles, les les autorités fiscales n'ont pas suspendu cette réforme et cela a apporté une charge supplémentaire sur les sociétés. Donc, ce sont des entreprises qui voulaient avoir un petit peu moins de poids, de pression bureaucratique dans ces conditions de changement majeur et pour que l'État comprenne que les sociétés ont besoin de plus de ressources pour s'adapter, mais cela n'a pas été le cas. Donc, nous avons aussi posé la question sur l'aide de l'État aux sociétés qui travaillent pour les exportations, donc à quel point ils ont été aidés par l'État. Pour l'instant, donc là, ils ont été obligés de se réorienter vers la Chine, vers l'Afrique et autres marchés.
Et effectivement, ils disent qu'il y a des programmes nationaux et normalement des structures d'État qui travaillent sur les exportations, mais ils ne peuvent pas vraiment les aider parce que en fait, ils ne peuvent pas regarder là où ils n'ont pas le droit de regarder. Cela veut dire que, encore une fois, le marché européen est fermé. Donc, en fait, ils essayent de les aider, mais peut-être qu'on peut, de ce côté-là, avoir quelque chose de plus efficace. En tout cas, cette aide, elle est très limitée pour l'instant. Et le cinquième point que j'ai remarqué par rapport à ces réponses, donc j'ai demandé à ces entrepreneurs à quel point ils sont optimistes dans ces conditions de sanctions. Et la plupart des entrepreneurs nous font part d'un optimisme que je qualifierais de prudent. Donc, ils espèrent que le pire est derrière, que toutes les pertes ont déjà été calculées, comptabilisées, qu'ils se sont déjà adaptés et donc qu'ils se sont adaptés à ces nouvelles conditions. Donc, s'il n'y a pas de nouveaux chocs, les entrepreneurs espèrent qu'ils pourront mm, avoir une petite croissance ou alors un petit élargissement de leur activité. Donc bien sûr, il y a des compagnies beaucoup plus optimistes, mais d'une manière générale, on nous dit, voilà, on essaye de garder ce que nous avons eu. Donc nous avions prévu une croissance pour ces années-là, mais cette croissance n'a pas eu lieu. Nous nous sommes adaptés, mais nous restons assez prudents. Donc s'il n'y a pas d'autres chocs majeurs, nous espérons pouvoir continuer. Donc en ce qui concerne les conclusions, la première conclusion qu'on tire, c'est que nous ne pouvons pas encore contribuer dans la théorie des sanctions parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, y compris sur la littérature, sur le matériau qu'on a accumulé. Mais ce que je peux déjà vous dire, c'est que ce qui n'a pas été évident pour moi dès le départ, c'est que le monde des affaires, les entreprises ont vraiment ressenti cette augmentation des prix parce que quand les corporations internationales sont parties, cela s'est reflété tout de suite sur le prix, sur les prix. Et donc, ce secteur a beaucoup souffert. Et ensuite, les entrepreneurs ont dit, pas en août, mais en décembre, que leurs employés ressentent aussi l'augmentation des prix et qu'ils demandent des augmentations de salaire. Donc là, je vois je ne pense pas que ce soit de l'inflation directement, mais c'est quelque chose qui se reflète en fait par rapport à cette inflation, à cette augmentation des prix pour les entreprises et ensuite les consommateurs qui le ressentent aussi. Donc là, nous sommes effectivement dans des conditions d'économie de marché, donc c'est quelque chose d'assez naturel. Et ce qui est intéressant de noter, c'est ces liens entre le public et le privé. On a l'impression qu'il n'y a pas ce pont, qu'il n'y a pas de pont en fait entre ces deux secteurs. Donc, les entrepreneurs ne pensent pas que voilà, moi j'ai payé des impôts et l'État, dans une situation de crise, pourrait me soutenir. Ils n'y pensent pas du tout. Peut-être à part une réponse que nous avons reçu un entrepreneur qui a reçu effectivement du soutien plutôt moral. Mais en ce qui concerne les autres subventions, les entreprises se disent non, c'est trop bureaucratisé, c'est trop compliqué et on ne va pas les demander. Donc là, en ce qui concerne les interactions entre le privé et l'État, il faut, je pense, l'étudier un peu plus en détail. Donc voilà, en gros, ce que je voulais vous dire. Si vous avez des questions, je serai très content d'y répondre. Merci beaucoup de votre attention. Merci Valentina. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Peut-être Dima sur les conditions de l'enquête. Oui, il y a une question. Bonjour.
Je voulais vous poser une question. Alors, moi, avant-hier, j'ai fait une présentation également sur les paramètres réels sur les importations, les exportations de différents types de marchandises, y compris des engrais. Donc, dans votre présentation, il y avait quelqu'un qui travaille dans l'exportation des engrais qui se plaint. Donc, est-ce que vous avez posé des questions aux producteurs ou alors aux intermédiaires ou à d'autres? Parce que les statistiques officielles nous disent que dans le secteur des engrais, tout va bien en Russie. Donc, il y a une croissance et il y a de plus en plus de volume et les ports ont même du mal à traiter ces demandes, ces charges, ces volumes. Et alors, dans votre étude, on voit que tout va mal. Comment ça se fait? Oui, oui, je peux expliquer. En fait, c'est une société qui travaille. Donc, en fait, euh, ils travaillent sur le développement de nouveaux types d'engrais. Je ne me rappelle pas exactement du type d'engrais, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est développé, qui a été développé à l'époque soviétique, et ils ont une production. Donc, j'ai pas précisé quel est leur type d'organisation de production, mais c'est des engrais à haute technologie, écologiques. Donc, en fait, c'est quelque chose qui nécessite beaucoup de frais, de coûts de production, parce que c'est quelque chose qui n'a pas d'impact négatif sur les sols, sur les plantes. Euh, et cela peut même aider à rétablir les sols qui ont perdu leur qualité. Donc en fait, dès le départ, ils travaillaient avec des particuliers. Donc c'est un produit assez cher qui était vendu, qui était acheté par des personnes à revenus moyens et plus hauts. Donc ils avaient des clients en Europe et aux États-Unis. Et ils avaient commencé à travailler avec des petites fermes, mais plus tard, donc là, ils ont plus de mal à expliquer leur avantage aux clients. Donc, ils y arrivent de temps en temps. Donc, aujourd'hui, ils travaillent avec les Émirats arabes unis. Donc, c'est en fait un type d'engrais qui est un petit peu différent de ce que nous retrouvons habituellement dans les statistiques générales, officielles. Donc, en fait, c'était quelque chose qui était beaucoup plus cher et c'est un produit, en fait, qui était destiné à d'autres clients. Il y avait une marque qui était bien développée et assez unique pour pouvoir promouvoir leurs produits. Donc, je pense que ici, la différence porte sur la qualité des engrais que nous retrouvons dans les statistiques générales et les particularités de cette entreprise concrètement. Voilà. Est-ce que vous êtes satisfait de la réponse? Oui, merci. Je vais poser une question aussi, si vous me permettez. J'ai deux petites questions. Je crois qu'il y a à peu près 2 ans, par hasard, j'ai réussi à interviewer le directeur, on va dire, informel de d'une entreprise technologique à Khabarovsk. C'était quelqu'un de très intéressant et la communauté locale le considérait un petit peu comme leur représentant ou un peu le porte-parole qui portait leur voix auprès des autorités. Et il m'a dit deux choses intéressantes. Tout d'abord, que il travaille pour la plupart du temps
avec des clients étrangers et pas des clients chinois, alors qu'ils sont tout près, sur l'autre bord de la rivière. Mais en fait, ils travaillent plus avec les Australiens, les Japonais, les Coréens et autres clients de l'Asie Pacifique. Et en même temps, il m'a dit que la part des clients russes augmente, mais reste très petite. Donc là, c'est un premier fait. Et le deuxième, je lui ai demandé en fait pourquoi vous travaillez en Russie et pourquoi vous vivez et travaillez à Khabarovsk. Donc, il a dit, bon, je ne veux pas que mes enfants et mes petits-enfants ne parlent plus russe. Et à Khabarovsk, il a dit, bah, j'ai visité une vingtaine de villes à l'étranger, une vingtaine de villes en Russie, et le centre-ville de Khabarovsk est le plus confortable pour une famille, de mon point de vue. Donc la question que je voulais vous poser, est-ce que euh, les personnes que vous avez interviewées, est-ce que vous leur avez posé la question de savoir quels sont leurs clients à l'étranger et pourquoi ils restent travailler en Russie et ne partent pas? Merci beaucoup. Merci pour ces questions. En ce qui concerne les sociétés de IT, ce sont des sociétés qui travaillaient avec le secteur russe, avec des clients russes. Donc là, je pense qu'il peut y avoir des raisons différentes, diverses et variées, mais c'était des sociétés qui travaillaient par exemple avec les banques russes et parmi ces spécialistes de haute technologie, il y en a qui veulent rester en Russie. Effectivement, si l'on regarde le niveau de salaire et le niveau de vie dans ce secteur, il sera peut-être plus élevé que dans d'autres pays. Parce que dans d'autres pays, le secteur IT n'a pas toujours ce bénéfice en fait en termes de salaire par rapport à d'autres métiers. Donc après, bien sûr, chaque personne a ses propres raisons, mais en tout cas, nous n'avons pas interviewé des sociétés qui travailleraient avec des clients étrangers. Donc là, c'est des sociétés qui travaillent sur le marché russe et je ne sais pas si c'est leur choix ou pourquoi ils ont choisi de rester en Russie. Donc je n'ai pas posé cette question explicitement. Donc si la personne veut rester en Russie, elle reste en Russie. On n'a pas posé cette question.